Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors aujourd'hui on va revenir sur les championnats d'Europe de biathlon qui se sont disputés la semaine dernière du côté de Douzniki Zdrój en Pologne. Et pour évoquer ce sujet, je suis accompagné de seulement une personne, et toujours la même d'ailleurs, Émeric. Ça va Émeric? Bah ça va bien et toi Romain? Donc merci de me tenir compagnie durant ce podcast. Bah ouais, J'avais peur j'allais pas d'être te laisser seul. tout seul. Ouais. Ça me touche beaucoup. Et alors, on est en nombre restreint, mais vous inquiétez pas, nos autres compagnons sont en repos, en tout cas affilent leur préparation en vue des championnats du monde et vont rapidement revenir sur les prochains numéros. Donc comme je le disais au début, on va revenir sur les championnats d'Europe. On va évoquer donc les titrés, les athlètes qui ont récolté les médailles d'or. On va faire un récapitulatif du tableau des médailles. On va faire un bilan des bleus, s'il est bon ou pas. On va en discuter avec Émeric. Ensuite, dans une seconde partie, on va évoquer les sélections pour les championnats du monde junior, donc de l'équipe de France qui se sont déroulés le week-end dernier à La Seigne. Enfin, on va évoquer deux sujets d'actualité, qui est la retraite de Simon Schempp, donc l'Allemand qui a annoncé arrêter le biathlon il y a quelques jours. Et enfin, on évoquera l'affaire qui a ébranlé le monde du biathlon ces derniers jours. Je parle évidemment d'Anders Besseberg, l'ancien président de l'UBU, où on a eu pas mal de révélations à son sujet. Très croustillant. C'est très croustillant et ça traite à polémique au vu de tout ce qui est énoncé. Bon bah, Émeric, tu es prêt? Totalement prêt. Ok, bon bah c'est parti, jingle. Donc on va débuter par les championnats d'Europe qui se sont disputés ces derniers jours en Pologne sur le site de Douzniki Zdrój. Et Émeric, tu vas tout d'abord nous donner les résultats qui a remporté les médailles d'or en jeu sur ces championnats d'Europe. Alors, du côté des vainqueurs, donc oui, comme tu le dis, pour ces médailles d'or, qui a remporté les premiers titres, donc c'était des courses femmes, une individuelle femme qui a commencé en ouverture de ces championnats d'Europe, et qui a vu donc la victoire de la polonaise Monika Ojniz. Et chez les hommes, on a eu la victoire de l'expérimenté aussi, comme Monika. On a eu la victoire de l'expérimenté Andrei Rastorgouyev. Ensuite, on a eu le droit vendredi à des sprints qui ont vu une nouvelle victoire pour la Lettonie avec Baiba Bendika qui s'impose chez les dames et une première médaille d'or pour les Suisses avec Martin Jäger qui s'impose donc chez les hommes. Samedi, on a eu le droit à des poursuites. Deuxième médaille d'or pour la Pologne avec cette fois-ci Kamila Zuk qui l'emporte chez les dames. Et une première médaille d'or côté du clan ukrainien avec Artem Prima qui s'impose chez les hommes. Et donc en clôture de ces championnats d'Europe, on a eu le droit à des relais mixtes. Un premier relais mixte simple qui a vu la victoire de l'Allemagne devant la France de Émilien Claude et Caroline Colombo. Et enfin, un relais mixte simplement, comme diraient certains, avec la victoire de la Norvège et la France qui a malheureusement terminé au-delà du top 10. Bon, merci Émeric. Donc pour les épreuves individuelles, on retrouve quand même des noms plutôt familiers qu'on retrouve en Coupe du Monde. Ah, c'est ça, des biathlètes pour la plupart expérimentés, à part Kamila Zuk qui reste assez jeune. Sinon, tous les autres, c'est vrai que c'est des noms qu'on a l'occasion de voir actuellement en Coupe du Monde ou pour certains un peu plus, enfin, qui sont un peu plus proches de la fin de leur carrière, on va dire, que du début, quoi. On a les relais, ça a été un peu plus mélangé, on a eu un peu plus des jeunes, mais sinon, c'est vrai que dans son ensemble, c'est plus des biathlètes d'expérience qui sont là pour venir se refaire un petit peu une santé ou pour jouer des places qualificatives pour les championnats du monde qui sont venus s'imposer et récupérer donc ces titres de champion d'Europe. Ouais. Exactement. Et donc, Émeric, au tableau des médailles, qu'est-ce que ça donne, ces Europes quelles sont les nations qui ont dominé cette semaine? Et donc les nations qui ont dominé, ce sont les Lettons et les Polonais avec leurs deux victoires sur... alors Rastorgouyev qui s'impose sur l'individuel homme et Baiba Bendika qui s'impose sur le sprint. Et la Pologne également avec deux médailles d'or uniquement, avec la victoire de Monika Ojniz sur l'individuel et Kamila Zuk sur la poursuite.
En troisième place, on retrouve la Norvège, qui est également le pays le plus médaillé, avec une médaille d'or obtenue sur le relais mixte, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Côté français, on termine quand même 8ème de ce classement des médailles, avec une médaille d'argent, à égalité avec la République tchèque. Ouais, tu le disais, donc la Lettonie, la Pologne devant. C'est pas forcément des nations qu'on aurait pu penser aux avant-postes avant le début de ces championnats d'Europe. Hein. T'aurais misé sur ces deux nations, toi? Eh ben non, pas du tout. Je pense Moi non plus, ça tombe bien. Je pense que toi non plus, hein, mais on s'attendait plus peut-être à des victoires, à plus de victoires en tout cas, pour l'Allemagne et la Norvège. Mais bon, après, Ouais. on sait qu'avec les mecs les filles qui redescendent de Coupe du Monde, on peut s'attendre à tout, quoi. Ouais, Norvège et Allemagne, et même, je m'attendais peut-être encore plus à des pays encore plus à l'est, comme la Ouais. Russie Mm. et l'Ukraine, Mm, mm. qui ramènent souvent voilà, leurs éléments forts sur ces championnats d'Europe. D'ailleurs, Artem Prima qui remporte la poursuite. Mais oui, avec aussi le début de saison en IBU Cup chez les filles, où elles ont quasiment toutes gagné. Elles sont bien passées à côté, ouais. Donc voilà, les pays de l'Est, généralement, prennent une grande importance, en tout cas, pour ces championnats d'Europe. Et finalement, on retrouve la Pologne à domicile et la Lettonie avec ses deux biathlètes expérimentés que sont Baiba Bendika et Andrzej Rastor-Gouyev. Mm. Donc on va passer aux Bleus à présent. Euh, donc les Bleus, comme tu le disais, Emmerich, qui sont à la 8e place de ce tableau des médailles avec une seule médaille, celle d'argent. Ouais. Donc j'avais une question pour toi, Emmerich. Euh, Si on s'arrête donc sur ce tableau des médailles et sur les places des Français sur toute la semaine, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise campagne européenne du clan tricolore? Alors, pour ceux qui ne suivraient peut-être pas très bien le second échelon mondial du biathlon, les gens qui regardent comme ça une course qui passe à la télé, évidemment, quand on voit la France aussi loin dans un classement, on peut se dire que c'est un championnat raté. Mais quand on s'arrête un peu plus et qu'on a l'habitude de suivre ces noms, ces jeunes Français qui étaient là tout le long du week-end, franchement, on y reviendra peut-être un peu plus précisément dans le bilan global, mais je pense que c'est des plutôt bons championnats d'Europe qui nous amènent sur des bonnes pistes pour les futurs de ces biathlètes-là. Et bon, j'ai fait une petite stat, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais on a fait quand même mieux, déjà au tableau des médailles, que la saison dernière et celle d'avant. On avait à 2 reprises pris une seule médaille de bronze. Ah oui, Donc là, avec une médaille d'argent, c'est déjà mieux. mais ça reste quand même une médaille, quoi. Ça reste qu'une médaille, oui. Et si on remonte à donc 3 saisons avant, on avait des biathlètes qu'on connaît très bien maintenant en Coupe du Monde, ou même un qui avait pris la retraite. Donc on avait notamment Julia Simon, Chloé Chevalier, Emilia Jacquelin et Simon Fourcade, donc qui est à la retraite. Et à cette Olympiade-là, ces championnats d'Europe-là, on avait fini premier du tableau des médailles, avec 5 médailles, dont 2 en or. Mais c'était pas... Enfin voilà, Emilien et Chloé, c'était déjà des noms qu'on voyait un peu plus souvent sur Mm. le devant de la scène en IBU Cup. Simon, bah, on va pas répéter qui est Simon. Simon Fourcade, il était plus sur sa fin de carrière, mais c'était quand même quelqu'un de très très solide. Donc, non, pour moi, c'est pas une mauvaise campagne européenne. Je sais pas trop, toi, ce que tu en penses. Oui, je suis à peu près de ton avis. Comme toi, c'est vrai que si on si on s'attarde sur ce tableau des médailles, on voit que la France est en 8e place avec une seule breloque. Oui, on peut se dire que le bilan n'est pas bon, mais il faut prendre en compte différents facteurs. Hein. On voit que l'équipe de France a aligné une équipe très jeune, comparée à, alors, je le disais tout à l'heure, aux équipes de l'Est qui misent souvent sur ces championnats d'Europe, qui alignent leurs éléments forts. Mm. Là, alors j'ai fait aussi un petit calcul, j'ai fait mes stats, désolé Mike, de te piquer un peu la vedette, Avec plaisir, vas-y. mais j'ai calculé les moyennes d'âge des Français. Alors pour les Françaises, elles ont 21 ans et demi d'âge moyen, Ouais, ça fait jeune. et les Français, les masculins donc, ont 21 ans d'âge moyen. Et j'ai comparé avec les podiums. Alors pour les gagnants, donc qui sont titrés sur les épreuves individuelles, la moyenne d'âge est de 30 ans, et pour la moyenne d'âge des podiums, elle est de 27. Ah ouais, ouais. Ça fait une sacrée différence, hein, parce que 21 ans et demi, c'est tout juste des biathlètes qui sortent de leurs années juniors, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et dans l'équipe de France, on a encore des biathlètes juniors, hein, Et ouais, qui sont ouais, ouais. Oscar Lombardo,
Eric Perrault, Paul Abotet. Mm. Ce sont les trois là, je crois, encore. Ouais, c'est ça. Junior. C'est ça, c'est les trois, ouais. Donc oui, on a une équipe très très jeune. La plus âgée, si j'ai envie de dire, c'est Caroline, hein, qui vient de la Coupe du Monde, qui a 24 ans. Ah, c'est âgé, 24, hein. Bah oui, c'est très âgé, 24 là. Ouais. Ouais. C'est déjà la fin de carrière bientôt. Mais non, pour dire que oui, que l'équipe de France avait aligné une équipe quand même inexpérimentée, si j'ai envie de dire, sur le plan des grandes compétitions internationales. Beaucoup découvraient ces championnats d'Europe. Ouais, c'est leur première, hein, pour certains. Ouais, pour certains, et pas mal, c'était leur premier. Et c'est difficile de tirer des conclusions, de faire un bilan en fait, parce que il y a notre équipe de France jeune et inexpérimentée, alors face à des biathlètes qui descendent de la Coupe du Monde, des groupes qui ont beaucoup d'expérience, et forcément pour eux c'était difficile de faire leur place. Et on a vu en IBU Cup que les Français avaient quand même réalisé de belles performances, hein, quelques podiums, soit chez les filles ou également en relais mixte. Donc c'est surtout, je pense, pour le groupe, l'ensemble, une bonne expérience de prise et pour les prochaines épreuves, pour les prochaines courses. C'est clair. Donc, voilà pour ça. Sinon, alors on va entrer un peu plus dans le sujet, dans le vif du sujet sur les Bleus, sur l'équipe de France. Pour toi, chez les filles et les garçons, qui t'a le plus impressionné ? Alors, j'ai pas réussi, tu vois, à sortir un nom fille et un nom garçon. Ouais. Mais plutôt 2 sur chaque. Je sais pas si tu seras d'accord avec les miens. Mais donc, chez les filles, pour moi, celle qui a le plus réussi, ça serait Paula Beauté. Ouais. Parce que c'est déjà la plus jeune du groupe. Et quand on voit que c'est seulement ses premiers championnats d'Europe, elle a tout juste... C'est sa première saison en IBU Cup. Hein. Ouais, première saison du IBU Cup, tout juste 20 ans. Elle a réussi quand même une 25e place sur l'individuel, 28e place sur la poursuite, avec une belle remontée, hein, elle remonte de 19 places. Elle est solide au tir. Les temps de ski par rapport aux gens de son âge, ça reste très très correct. Et du coup, moi, c'est une de mes 2 satisfactions chez les filles. Et la seconde, donc, c'est Sophie Chauveau. Même si elle a raté un petit peu son individuel en terminant en 55e, elle s'est bien reprise, je trouve, sur le... comme beaucoup, hein, de toute façon, ils ont plutôt mal commencé ces championnats d'Europe. Ouais, globalement, les Français avaient mal débuté sur les individuels. Ouais, c'est ça. Filles ou garçons. C'était dur, ouais. Et puis, quand on la connaît très rapide à ski, on a vu ça donc sur le sprint. Et sur la poursuite, elle a réussi à tenir les skis d'une Caroline Colombo, tu vois, dans le dernier tour de la poursuite. Et du coup, elle s'incline face à elle au sprint, mais elle est restée tout le tour, elle est même revenue sur elle, elle est sortie un petit peu derrière. Elle est restée tout le tour avec elle. Et au final, elle termine à une 21e place ex-aequo avec Caro. Et donc, c'est mes 2 filles que j'ai retenues. Toi, t'as retenu qui, ouais, du coup, chez les filles ? Ah bah, je vais pas être très original. Ça sera pour moi les 2. Hein, pour moi, Sophie, oui, elle a fait elle a bien enchaîné le sprint et la poursuite. Elle a réussi 2 courses solides. Hein, on l'a vu sur relais mix. Encore, elle a des soucis sur son tir debout. Hein, elle nous en parlait d'ailleurs dans le podcast avant le début de saison. Malheureusement, elle a en quelque sorte plongé le relais français, hein, qui était pourtant bien parti avec Camille Bénet. Mais ouais, Sophie a fait quand même un très bon week-end. D'ailleurs, si on doit faire un calcul des places moyennes, je pense que Sophie a la meilleure place. Ah oui, je pense, oui. Individuel, sprint et poursuite. Donc voilà, et oui, Paula Beauté, comme tu le disais, qui est toute jeune et qui fait sa place, hein, je trouve, dans ce groupe B. Et pour moi, c'est une belle satisfaction, même si, alors on peut dire, si on regarde les résultats comme ça, une 25e place comme meilleur résultat, alors ça peut paraître pas exceptionnel, mais voilà, faut mettre les choses dans leur contexte. Paula, elle est toute jeune, c'est sa première saison sur le circuit B, et même en début de saison, elle a réussi des belles performances à Harbour, donc Paula poursuit sa belle série de performances. Ouais, et c'est clair. Pour toi, chez les hommes, Émeric ? Et chez les hommes, ça va pas être... Je pense qu'on va avoir les mêmes, hein. C'est malheureux, mais il faut dire ce qui est, hein. Et donc, mes 2 hommes, donc ça sera Emilien, parce qu'il fait 10e et 12e, donc il réalise 2 fois la meilleure performance chez les hommes. Et il nous a fait aussi, je pense que tu y reviendras aussi sur le relais mixte simple, un tour dernier tour de Barjot, quoi. Ne spoil pas le podcast, et mec, ne spoil pas. Et du coup, mon 2e français, c'est le tout jeune Eric Perrault,
qui est le plus jeune du groupe et qui nous a fait... Ouais. Heureusement qu'on était assis quand on a suivi le direct, donc avec les gens sur Twitch, là. Donc d'ailleurs, merci ceux qui ont suivi les courses avec nous sur Twitch. C'était un vrai c'était plaisir super. d'ailleurs. Ouais. Et du coup, comme je disais, heureusement qu'on était assis parce qu'il nous a mis sur le cul avec cette 5e place, ce dernier tour de fou, où malheureusement il a profité apparemment de meilleures conditions de haute neige. Enfin, même il neigeait au début de la course. Au début il neigeait, mais on pensait peut-être pas qu'il y avait autant d'influence que ça. Ouais. Mais Emilien Claude s'est plaint d'ailleurs dans une autre. On lui a parlé, il nous a accordé une interview après ce championnat et il a évoqué ces conditions qui n'étaient pas forcément simples lors de ce sprint. Il partait au tout début alors qu'Eric Perrault partait plus vers la fin. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, ça prouve qu'il a bien fait de faire l'impasse sur l'individuel pour arriver en pleine forme sur le sprint c'est ça. et nous asseoir bien confortablement dans nos sièges, quoi. C'est sûr, ça nous a fait plaisir. Hein. Oh là là. Eric, c'est comme Paula, hein, comme Paula Beauté. Eric Perrault, c'est un tout jeune, il découvre les BI Cup aussi cette année. Et c'est en fait depuis le début de saison, alors sans compter Emilien Claude, qui était sur ces championnats d'Europe, mais il était sur la Coupe du Monde début janvier. Mais c'est le meilleur français cette saison pour le moment en BI Cup. Hein. Ouais. Alors qu'il y a des Hugo Rivail, Sébastien Mahon, aussi Oscar Lombardo avait fait quelques courses déjà, mais Eric Perrault qui est tout nouveau sur ce circuit réalise un très gros début de saison avec cette 5e place et surtout c'est au-delà de sa belle performance derrière sa carabine, il a fait un 9 sur 10. C'est surtout sa vitesse à ski qui a été impressionnante. Ouais. Hein. Ah ouais, c'était sur le dernier tour là, il nous a bluffé complet. Hein. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs aussi Oscar, on peut en parler. Ouais. Oscar qui avait démarré tout doucement sur le sprint. Il a mis un coup de gaz après le dernier tir et en finissant dans le top 15. Ouais. C'est sa meilleure perf. Les deux plus jeunes qui font les 2 meilleures places sur ce sprint. Voilà, les plus jeunes qui font de la résistance. Normalement, c'est les plus vieux, mais là, ce sont les plus jeunes. Ouais, ça change un peu. Du coup, j'en conclus que t'as les mêmes que moi au final. Oui, et aussi, donc, Emilien, forcément, Emilien qui, globalement, qui fait une bonne semaine sur ces championnats d'Europe. Comme tu le disais, 10e sur l'individuel, 32e sur le sprint avec des conditions un peu compliquées, mais avec une faute, si je dis pas de bêtises. 2 il me semble sur le sprint. Voilà, une couchée debout. Après il nous offre une belle remontée en étant 12e et évidemment cette belle médaille d'argent avec Caroline Colombo sur le relais mixte simple et ce dernier tour stratosphérique de folie. Ouais, c'est exactement ça. Et justement, alors on parle de Caroline Colombo. Pour toi, Emmerich, est-ce que ce serait pas la déception côté des Français? Malheureusement, oui, clairement. Et puis, elle est la première à le dire sur ses réseaux sociaux. Je pense que si vous nous écoutez, vous suivez un peu tout ce qui se passe aussi autour des Bleus sur les réseaux sociaux. Ça a été la première à le dire qu'elle n'a pas fait des bons championnats d'Europe. Elle était attendue. Parmi les filles qui pouvaient jouer des médailles quasiment sur chaque course. Et il ne faut pas se le cacher. C'est une totale contre-performance ces championnats d'Europe. Je vais vous citer donc, juste comme ça pour ses résultats. Elle finit 65e sur l'individuel à 13 sur 20. 37e sur le sprint à 7 sur 10 et 21e sur la poursuite à 17 sur 20 où elle fait une petite remontée. Et sur le relais mixte simple, je sais pas pour être méchant, mais c'est pas elle qui nous fait gagner la médaille d'argent. Elle avait fait un très bon début de course et elle a malheureusement sur son tout dernier tir, elle est tournée sur la note pénalité. Alors heureusement la note pénalité est pas aussi long que... Pas aussi long, ouais. Il fait 75 mètres normalement. 75 mètres sur un relais mixte simple, donc ça laissait encore la France à la bagarre, mais oui, on a failli tout perdre sur ce coup-là, et Emilia Claude a sauvé la baraque après. Elle peut le remercier, parce que... D'ailleurs, après, c'est mon avis. Elle l'a remercié sur les réseaux sociaux en disant que voilà, merci. C'est mon avis, mais c'est malheureux, mais c'est pas grâce à elle qu'on l'a gagné. Ouais. Je ne pense pas qu'elle soit... même s'il y a cette médaille d'argent, je ne pense pas que Caroline soit satisfaite de la globalité de sa semaine. Je regarde un peu les noms des filles qui ont été médaillées ou même qui finissent devant elle. À part une Kuklina qui est généralement plus ou moins... Et Baiba Bendika aussi qui est quand même pas tout à fait du même niveau mais un peu supérieur moi je trouve. Sinon tout le reste c'est des filles qui sont généralement derrière elle en Coupe du Monde. Je regarde une Camila Zouk elle est derrière. Milena Todorova elle est derrière. Anna Magnusson elle est derrière. Marion Degentesh elle est derrière.
Merkushina, elle est plus au même niveau qu'avant. Donc si tu regardes ces championnats d'Europe, elle était censée faire une médaille. Enfin, elle faisait partie des Elle avait le prétendantes aux potentiel, médailles. oui. Largement, elle avait le Caroline est potentiel. 41e mondiale, ouais. Ouais, donc oui, contre-performance malheureux pour Caro, selon moi. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi, ces contre-performances peuvent mettre en danger sa 6e place pour la Coupe du Monde après les mondiaux? Alors, on en parlait pendant le live de l'individuel, là où elle finit donc 65e. Et on se disait, si elle fait des mauvais championnats d'Europe et qu'il y a une fille qui émerge de ce groupe, oui, clairement, sa place aurait pu être en ballottage. Mais bon, je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment sauté sur l'occasion et réussi 3 courses entièrement, enfin complètement pleines de bout en bout, pleinement réussites pour pouvoir aller chercher sa place. Donc, je sais pas toi ce que t'en penses, mais pour moi, elle a quand même pas perdu sa place de 6ème en Coupe du Monde. Hein. Oui, pour moi, il n'y a pas une fille qui s'est distinguée, en tout cas qui s'est mise en avant plus par rapport à Corinne, en tout cas qui a réalisé des grosses performances. Mais après, les coachs aussi peuvent décider d'aligner que 5 filles sur une étape de Coupe du Monde. Oui. Ça, c'est déjà fait. Les garçons l'ont fait aussi. Bon, les circonstances étaient assez différentes parce que avec les contraintes sanitaires, c'était compliqué de faire monter un bleu en Finlande pour une semaine. Mais ça a déjà été fait. Et après, bon, peut-être que ça sera sans doute pas la philosophie des coachs, mais bon, si on verra déjà, peut-être que Caroline sera alignée sur les prochaines courses à Horsby. Ce sera le premier Peut-être, week-end oui. des mondiaux, Mm. à la même période. Donc on verra déjà, ça sera d'autres enseignements. Mais oui, en tout cas, oui, Caroline qui ne fait pas une bonne campagne européenne. C'est la déception, on va dire, côté bleu de cette semaine en Pologne. C'est clair. Et juste un dernier mot, Émeric, on va évoquer donc un Français, Sébastien Marron, Mm. alors qui a réalisé une semaine assez compliquée, un 88e de l'individuel, 76e du sprint, et donc non qualifié pour la poursuite. Mais alors, le Français avait quand même une petite raison pour lui, car il était blessé avant le début de saison. C'est ça, comme il nous l'a confié dans une interview que vous pouvez retrouver sur notre site d'ailleurs. Il a été blessé à la cuisse droite avant le début de saison et il nous a confié qu'il avait du mal à revenir. Et donc, sur ces championnats d'Europe, ça s'est confirmé, son début de saison qui était... Il me semble qu'il avait même dit le terme médiocre. Alors nous, on n'ira pas jusqu'à là parce que faut quand même y être. Hein. C'est quand même une sacrée performance d'être là où il en est aujourd'hui. Nous, Émeric, on aurait été médiocre. Ah, nous, ouais, c'est le cas de le dire. Nous, on aurait été médiocre. Lui, il n'était pas médiocre. Non, il a utilisé des mots forts, peut-être, mais il faut quand même être là où il en est aujourd'hui et il n'y est pas arrivé par hasard. Hein. Donc, ça explique, je pense, une partie enfin, comme il le dit, de son début de saison qui est un peu en dents de scie, quoi. Voilà pour Sébastien. Ouais. Et on espère qu'il va progressivement monter en régime lors des prochaines courses. Et donc, comme je disais, l'IBU Cup va reprendre le week-end du premier week-end des championnats du monde de Pokluka, donc ce sera à Horsby en Slovaquie. Un très beau site. Ouais, un magnifique site. Comme ouais. beaucoup nous l'ont dit. C'est ça, exactement. Un dernier mot sur ces championnats d'Europe. On va parler un peu des Norvégiens côté masculin, avec des déceptions. Je parle des frères Andersen qu'on a beaucoup vu sur ce début de saison. Ils ont quasiment tout gagné. Ils étaient quasiment sur tous les podiums. Et finalement, aucune médaille pour eux. Ouais, c'est aberrant de les voir autant dominer le début de saison, alors que ce soit eux plus un petit peu quand même leurs collègues, hein, mais surtout eux deux. Mais on l'avait dit avant la première course des hommes, quand on était sur Twitch en direct avec les gens qui suivaient la course avec nous, ils faisaient clairement partie des favoris, hein, avec même s'ils font pas partie des grands noms de ceux qui descendaient de la Coupe du Monde, on les attendait pour faire au moins une médaille individuelle chacun, quoi. Et non. Meilleure place, c'est Philippe, 5ème. Alexander qui fait 7ème place sur le sprint, 42ème sur l'individuel. Non, enfin, franchement, ils ont été défaillants au tir. En ski, ils ont été en dessous de ce qu'ils nous ont habitués. Même s'ils étaient toujours dans les meilleurs temps, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Ils étaient en dessous de là où on les attendait, quoi. C'était... moi, ça m'a... Oui, c'est une petite surprise, ouais, en effet. Ouais. C'est quand même une surprise.
Après, ce qui vaut pour les Français aussi vaut pour eux, pour les Norvégiens, alors, Oui. parce qu'ils sont aussi très jeunes. Hein. Philippe Andersen n'a que 21 ans. Et aussi, il faut Ouais. se rappeler. Mm. Et que il y a également les biathlètes de la Coupe du Monde qui seront aussi redescendus, pas mal, hein, comme Johannes Kuhn, Michal Kmar, le Tchèque, Artem Prima, etc., etc. Donc forcément, ça fait beaucoup moins de place. La concurrence est plus rude. Et évidemment, il y a encore plus d'enjeux sur ces championnats d'Europe, avec des médailles au bout. Peut-être pour certains, bon, ces médailles ne veulent pas grand-chose, mais pour des biathlètes aussi jeunes, ces médailles parlent. Et ça peut aussi valoir une qualification pour les prochaines étapes de Coupe du Monde. Ouais. Et peut-être aussi tout ça mélangé fait que les deux frères sont passés un peu à côté de ces championnats. Mais bon, je me fais pas de soucis. Je pense qu'on va les revoir en Slovaquie rapidement, non? Ah oui, je pense, ouais. Ouais, c'est sûr. Ils vont y être. Et je pense qu'ils auront à cœur de remettre un peu les pendules à l'heure maintenant qu'il y aura plus. Enfin, il y aura encore des gens de la Coupe du Monde, enfin des mondiaux qui ne seront pas sélectionnés qui seront là. Mais ils auront à cœur, je pense, de remettre vite les pendules à l'heure et de faire voir qui sont les meilleurs sur cette saison d'eBay Cup. Hein. Les Norvégiens qui restent sur 4 victoires sur 4 courses sur les courses IBU Cup, hors mis donc les championnats d'Europe donc qui avaient démarré très très fort. Donc voilà pour cette partie championnat d'Europe. Émeric, maintenant on va passer aux sélections françaises qui étaient consacrées pour les championnats du monde junior qui débuteront fin février. Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats, Émeric? Ouais, alors au programme on avait quoi? On avait un sprint et une poursuite. Donc le samedi au scratch, c'est Fanny Bertrand qui s'est imposée sur le sprint avec un tir parfait. Elle remporte par la même occasion du coup la course chez les U19. Juste derrière, deuxième du scratch, on retrouve Louane Cheva qu'on a vu un petit peu en eBay Cup cette saison. Et donc qui prend la deuxième place et qui s'impose chez les U22. Chez les hommes, donc toujours samedi sur le sprint, on a eu la victoire est revenue à Félix Côté-Punel avec un 9 sur 10. Troisième du scratch, c'est Jacques Jeffries qui remporte la course chez les U19. Jacques, ouais, avec qui on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Ouais. Et donc le dimanche, c'était place aux poursuites. Donc Élise Bessière et Margot Chichignou, toutes les deux à 19 sur 20, ont pris une option pour les sélections chez les mondiaux jeunes et juniors en terminant donc première chacune de leur catégorie, U19 et U22 respectivement. Et chez les hommes, donc on a eu des doublés dans ces catégories, puisque Félix Côté-Punel s'impose avec plus de 2 minutes d'avance. Il n'y est pas allé de main morte. Ouais, et il fait un magnifique doublé. Et donc, tout comme Félix, Jacques Jeffries qui fait le doublé chez les U19. Et donc, je pense qu'il y a quand même de fortes chances de voir Jacques, en tout cas, en Autriche en février, même si, bon, c'était des sélections, mais de là à février, il y a encore quand même... Oui, le chemin est encore long. Voilà. Et ça s'appelait sélection parce que je pense que tout le mois de janvier, ils avaient peut-être pas trop le droit d'organiser des courses, comme on a peut-être pu l'entendre à certains moments. Mais il reste encore quand même, il me semble, 2 week-ends minimum de SAMC National Tour. Du coup, ça redevient des SAMC National Tour à partir de ce week-end. Ah, du coup, oui, il y aura bien des Coupes de France, entre guillemets, cette année. C'est ça, donc là, ça va officiellement commencer normalement à partir de samedi, sauf changement de dernière minute. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre le podcast, sur le site de la FFS, les sélections se sont retransformées donc en Coupe de France, bon, SAMC National Tour. Bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Même peut-être si, que... ce soit des chronos ou la Coupe de France, bon, au final, ça change peut-être pas grand-chose, mais que ça retrouve son identité. Sa vraie appellation, puis surtout, il n'y avait pas de classement, quoi. Les jeunes, ils couraient, même il y a certaines courses où ils n'avaient même pas d'anneau de pénalité, en fait, ils avaient des pénalités attribuées automatiquement en fonction du nombre de fautes qu'ils faisaient. Donc, d'un petit côté, ça doit être chiant quand même. Tu fais des courses, tu sais pas où t'en es au classement, au classement de la saison. Alors après, moi, je me suis fait des petits classements par rapport aux résultats des courses. Donc, t'aimes bien faire ça, toi, Émeric. J'adore les stats. Donc, je sais qui est en tête de chacune des catégories. Mais bah bon, vas-y, après, c'est vrai que... donne-nous. Ah bah allez, on se fait un petit point. Donc, chez les U19 hommes, on va commencer par les hommes. Désolé, mesdames. Donc, ça serait pour le moment Gaëtan Paturel qui serait premier du classement, avec 775 points. Donc j'ai repris les systèmes de
de notation de la saison dernière que j'ai réappliqué en fait à toutes les courses qu'il y a eu depuis le début de l'hiver. Et donc le Mont-Blanais serait premier de ce classement, de pas beaucoup, de 11 points d'avance sur Théo Guiropoyo, qui lui aurait 764 points. Donc ça, c'était les deux premiers pour les U19 masculins. Chez les filles, c'est une dauphinoise qui est première, puisque ça serait Maya Clotens, avec 800 points. Juste un seul petit point devant Jeanne Richard, la représentante du ski club des G. Donc serré en tout cas pour ce... Le suspense est total. Pour ces classements virtuels. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être qu'on pourrait le mettre en ligne, hein, Émeric. Ah, on pourrait peut-être, ouais. Et donc, juste pour faire un point donc, aussi chez les U22 qui font un classement mélangé avec les seniors également, parce qu'il y a aussi des seniors qui courent encore sur ces championnats de France. Donc, chez les filles, on a un triplé jurassien sur ce classement U22 senior avec Noémie Remonet, Coralie Langel et Louise Janier. Ça se joue en une quarantaine de points entre ces trois filles. Et chez les hommes, c'est aussi un jurassien qui est en tête, c'est Léo Raffin, avec 665 points, devant Rémi Broutier et Paul Fontaine. Ok, bah très bien, merci. Merci Émeric pour ces classements virtuels, donc. On appelle ça les classements Émeric. Les classements Émeric, oh, d'accord, c'est tout droit réservé, c'est ça? Tout droit réservé, ouais. Et donc, comme tu disais, le circuit national qui aura droit normalement à 2 étapes en février. Donc il y en a une déjà dès ce week-end, donc sur le même site, à La Seine, dans le Doubs. Et après, normalement, on a une étape après à Arson, donc le week-end du 20-21 février. Ok. Et puis après, on terminera la saison col de porte, et puis les championnats de France avec ceux notamment des équipes A et Caroline et Chloé, qui normalement devraient se tenir, mais... fin mars, donc on verra. On croise les doigts cette année. Ça a le temps de changer. Oui. Bon, on garde espoir. Merci Émeric. Alors désormais, on va passer aux pastilles informatives. L'actualité donc, du biathlon. On va prendre une information un peu triste. On l'a appris la semaine dernière avec la retraite de Simon Kemp. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux. À 32 ans, donc il range définitivement les skis et la carabine. Émeric, est-ce que tu peux nous faire un point sur son palmarès qui est quand même bien fourni, hein? Qui est bien fourni, ouais, c'est le cas de le dire. Donc on va commencer par les JO, 3 Olympiades, pour une médaille de chaque métal, à savoir le bronze à Pyeongchang avec le relais masculin, l'argent sur la mass start face à qui, Romain? Je cherche Martin Fourcade, non, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Et enfin, donc le plus beau des métaux, c'était avec le relais masculin à Sochi, suite à la disqualification donc du relais russe qui s'était imposé à l'époque, mais du coup qui a été retiré à cause de Ustugov. C'est pas encore officiel, je crois. Je crois qu'il y a un appel, non? Il y a eu appel, mais bon, il y a de grandes chances que, oui. Comme pour Martin que ça Fourcade. passe, quoi. Comme pour Martin, oui. Voilà. Exactement. On passe ensuite aux mondiaux. Donc, principalement des médailles en relais. 3 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Mais aussi une en or sur la Mass Start d'Orfilsen en 2017. Et enfin, donc un petit point sur ces résultats individuels, en tout cas en Coupe du Monde. Donc, c'est 26 podiums individuels pour 12 victoires. Et 2 quatrièmes places au classement général de la Coupe du Monde sur les hivers 2014-2015 et 2015-2016. Exactement. D'ailleurs, Émeric, qu'est-ce que tu sais? Alors, petite question, tu sais sur quelle étape il a le plus gagné? J'ai cru lire ça sur Wikipédia. Est-ce que ça serait... Est-ce que j'ai bonne mémoire de ce que j'ai travaillé cet après-midi? Est-ce que ça serait pas Antols? C'est exactement ça, c'est Antols. Il a gagné à 5 reprises à Antols. Ouf, bonne mémoire. Merci Wikipédia. T'as failli me poser une bonne colle, ouais. Je t'aurai la prochaine fois. Tu m'auras, je l'aurai un jour. Ouais. Donc Simon Kemp qui arrête sa carrière. L'Allemand qui a quand même marqué les esprits, c'est l'une des grandes figures du biathlon de ces dernières années. On se souvient forcément de ses combats épiques avec Martin Fourcade. Il a d'ailleurs été l'un des seuls à pouvoir tenir tête de temps en temps aux Catalans durant quelques saisons, notamment sur l'hiver 2014-2015 où la lutte au général était très serrée. D'ailleurs, Martin Fourcade en parle dans son livre de cette lutte où finalement tout a basculé lors d'une poignée de main à Oslo, où Martin a pris
l'ascendant psychologique sur l'Allemand et finalement Simon Champ a coulé, mais ça a été un sérieux rival de Martin. Qu'est-ce que tu retiens, toi, d'ailleurs, de la carrière de Simon Champ, Émeric? Alors, qu'est-ce que je retiens? Alors, étant donné qu'avant, comme je l'ai dit, hein, dans les longs podcasts qu'on a fait sur Martin Fourcade, j'ai accès au biathlon enfin, principalement que depuis qu'il est sur la chaîne L'équipe. Donc, moi, les principales images que je vais retenir de Simon Champ, c'est malheureusement pour lui, hein, c'est sa défaite au sprint face à Martin au championnat, enfin, aux Jeux Olympiques, pardon. Mais sinon, après, je vais pas dire que ça ne me fait rien de le voir partir, parce que bon, c'est quand même été un grand Oh, le nom. méchant. Mais moi, étant donné que j'ai pas connu ses plus grandes années de gloire, ça me touche pas autant que quelqu'un qui suit le biathlon depuis 20 années et qui avait Simon dans son cœur, quoi. Et c'est quand je vois que Simon Shep part comme ça sur des notes très très négatives, hein, parce que depuis 3 saisons, faut se le dire, hein, il a été pas à son niveau, quoi. Il était mauvais. Ouais, Hein. il a connu des problèmes de dos. Hein. Et par la suite, il n'a pas pu s'en remettre. Du coup, c'est quand je vois quelqu'un partir dans ces conditions-là que je me dis que Martin, finalement, a bien fait de partir au sommet de sa forme, quoi. Oui, exactement. Seulement pour Martin, on aurait pu se dire qu'il n'y avait pas de public et que la fête aurait pu être encore plus belle. Mais c'est Mais sûr au que moins, oui, Martin est parti. Au niveau sportif, beauté, Martin ouais. est parti au sommet, exactement. Ah, il part en beauté, alors que là, il part dans l'anonymat quasiment total. Il a fait 2 courses dans l'hiver. À l'image C'est malheureux. d'ailleurs d'un Ole Narmandalen qui était parti Ouais. un peu dans l'anonymat et c'était quand même très triste, hein, vu le personnage, le biathlète. C'est là qu'on se rend compte que c'est quand même bien de partir au sommet de sa gloire, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Au moins, beaucoup, tu marques les esprits. Hein. Beaucoup reprochent, c'est un grand mot, mais ils se disent que pourquoi Martin est parti alors qu'il était en pleine bourre. Mais finalement, quand on voit que tu peux partir comme ça au sommet de ta gloire, c'est vraiment quelque chose. C'est une chance unique, quoi. Ouais, quand tu vois quand on clair. part Simon Champ ou un Ole Narmandalen. Mais moi, ça m'a quand même fait quelque chose. Tu vois. Alors, je suis plus le biathlon que toi, du coup, depuis une bonne dizaine d'années. Mais ouais, moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Ça m'a rappelé d'ailleurs Martin Fourcade, tous ces combats et cumulé aussi donc à cette sortie par la petite porte. Ça m'a fait quelque chose et je trouve ça triste, vu le palmarès du champion et voilà, c'était un bon biathlète apprécié de tous, qui était vraiment très sympathique, Ouais. comme la plupart d'ailleurs. Après, il va peut-être devenir consultant, on le verra peut-être. Oui, peut-être il sera à côté de Laura Dallmayr certaines fois sur la télé voilà allemande ou même Magdalena Neuner. Mais ça m'a fait quelque chose, j'avoue, cette sortie de. Ça t'a pas laissé insensible. Ouais, ça m'a pas laissé insensible, exactement. Et voilà, on lui souhaite désormais bonne chance pour la suite. Maintenant, on va terminer sur le dernier sujet. Et quel dernier sujet, Émeric? Avec les sorties sur l'ancien président de l'IBU, Anders Besseberg. Alors, on savait qu'il trempait dans des choses. Il avait quitté son poste en 2018 pour des histoires. Ouais. Et ces histoires, Émeric, ont été révélées et ça fait peur. Ouais, c'est ça. Donc, Anders Besseberg a été... il est notamment accusé d'avoir favorisé les intérêts de la Russie et caché des contrôles antidopage positifs. Alors ça, c'était la raison pour laquelle il avait quitté son poste. Voilà. Mais on savait pas non plus ce qui se cachait derrière, quoi. Voilà. Et là, on a eu donc une commission totalement indépendante de l'IBU qui a ressorti des preuves complètement accablantes à l'encontre de l'ancien président. Donc, entre autres, on aurait des montres de luxe qui leur auraient été offertes, des virements de même plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois. Il se serait fait payer des voyages et autres parties de chasse, qui apparemment est son hobby favori, la chasse. Et en plus de tout ça, les représentants russes de l'époque, donc qui étaient mis en cause dans cette affaire, auraient également mis à sa disposition des prostituées de luxe. Rien que ça. Donc voilà, c'est bien fait plaisir pendant pas mal d'années. Et il n'était pas le seul, puisque aussi son ancienne directrice générale, Nicole Reich, est également mise dans la tourmente dans toute cette histoire. Ouais, je crois que pour elle a reçu des coffres de bijoux. Des bijoux, des fleurs.
C'est bien moindre que Besseberg, mais bon. Mais au final, ouais. Il a quand même graissé la patte aussi, quoi. Et puis, je pense que tu vas revenir dessus, mais il y a pas mal d'athlètes qui ont été très choqués Oui, d'ailleurs, de toutes ces choses qui ont été sorties. Hein. On peut en citer deux. Sebastian Samuelsson, qui a été... Alors, un message court, mais compréhensible. Hein. Oui. Tu peux le dire dans la langue de Shakespeare. Dans la langue de Shakespeare, il a mis un fuck you sur son Twitter. Hein, et qu'il a dit qu'il espérait qu'il allait passer énormément de temps en prison derrière les barreaux. Hein. On sait que Sebastian Samuelsson, dès qu'il est question de problèmes de dopage ou quoi, c'est toujours pas avec Johannes, hein, le deuxième qui a notamment parlé sur le sujet, sont les deux qui montent le plus vite au credo contre le dopage et qui luttent en fait comme ça dans le monde du biathlon. Hein. Et pour citer rapidement les propos de Johannes, il a dit, je cite, « Je suis choqué par ce qui apparaît dans le rapport, c'est un désastre pour notre sport. Pour l'IBU en tant qu'organisation, c'est un coup de poignard. Ils ont perdu tout leur crédit à ce sujet. Avant, j'avais l'image de Besseberg comme un homme qui avait fait beaucoup de bien pour le biathlon et dans la lutte contre le dopage. J'ai toujours pensé que nous, Norvégiens, sommes fair-play et luttons contre le dopage, mais maintenant je crains que nous autres Norvégiens soyons mis dans le même sac. » Donc, il est pas content, notre pote Johannes, hein. Ouais, c'est sûr, tu peux le dire. Anders Besseberg, qui a été président de l'IBU de 92 à 2018. Donc une sacrée période où il a quand même révolutionné pas mal la Coupe du Monde. Hein. C'est quand même lui qui a apporté beaucoup de sponsors, qui a introduit les formats qu'on connaît, comme la poursuite, la Mastart, les relais mixtes. Donc il a fait beaucoup de bien, mais malheureusement, au final, ce qu'on va retenir de lui, c'est toute cette affaire-là. Magouille, triche. Qui fait au final plus de mal qu'autre chose au biathlon. Hein. Et Johannes parle par rapport aux Norvégiens, mais là, clairement, le biathlon en prend un sacré coup à cause de cette affaire. Hein. C'est clair, c'est pas beau. Et désormais, donc depuis 2018, c'est le Suédois Ole Dahlin qui est à la tête de l'IBU. Pour le moment, je On crois espère que ça va mieux se passer. Bien. Ouais, en tout cas, oui. Ouais. Les biathlètes, le monde du biathlon a l'air plutôt satisfait de cette présidence. Après, on peut lui reprocher peut-être une seule chose à notre président actuel, c'est de s'être augmenté son salaire en pleine période économique assez difficile. De le dire. Donc, c'est vrai que il s'est augmenté et pas qu'un peu son salaire de président. Ouais. Et donc, c'est sur cette bonne note, Émeric, qu'on va terminer ce podcast. Ouais. Alors, en joie et en bonne humeur. En joie et en bonne humeur. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit podcast récapitulatif des championnats d'Europe et sur les dernières actualités vous a plu. Merci, Émeric. Merci à toi, Romain. C'était un plaisir, toujours. Un grand plaisir de parler de Je sais que je peux biathlon. compter sur toi à chaque fois. Et donc, on va se retrouver prochainement. Hein. On va vous faire un podcast preview pour les mondiaux. Ouais. Alors, peut-être que l'équipe va se jouer au pronostic, on va voir. Mais on va donc revenir prochainement avec l'équipe au complet. Comme toujours, n'hésitez pas à partager et à commenter, hein, donnez vos avis sur tout ce qu'on a dit, s'il y a des choses que vous êtes d'accord, pas d'accord, libre à vous de commenter. On vous remercie et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Salut! À plus!